Ada se réveilla au beau milieu de la nuit, troublée par le chant strident des criquets. Sa tête bourdonnait, et le sol sous elle était étrange et humide. Elle se redressa lentement, alors que le monde semblait tourner autour d'elle. « Où suis-je » chuchota-t-elle, les yeux scrutant les environs. Des tombes l'entouraient, et l'air portait une odeur de gazon humide et de décomposition. Elle était dans un cimetière, seule, et cette pensée la remplit d'effroi. Le cœur d'Ada s'emballa. Ses vêtements étaient sales, ses chaussures disparues. En portant instinctivement la main à son cou, elle réalisa que sa chaîne en or manquait également. Le dernier souvenir qu'elle avait été celui d'une fête, la musique forte et les éclats de rire. Mais tout semblait flou maintenant. Où sont passés les autres? Elle pensa à ses amis, Tola et Kémy, qui étaient avec elle à la fête. Mais là, elles étaient introuvables. Le silence du cimetière était assourdissant. Sur des jambes vacillantes, Ada se leva et tituba vers la sortie. Il était 3 heures du matin. La route était déserte, aucun signe de vie. Elle aperçut un panneau au loin. En s'approchant, elle lut qu'elle se trouvait dans l'état d'Auguin. Comment est-ce possible? Comment suis-je arrivée ici? Elle se demandait comment elle avait pu passer de Lagos à Auguin sans aucun souvenir. Le cœur battant à tout rompre, Ada poursuivit son chemin. L'air nocturne était moite et chaque pas semblait peser lourd. Réfléchis, Ada, réfléchis, murmura-t-elle, en fouillant dans sa poche pour chercher son téléphone. Mais il n'était pas là. Génial. Ada pesta sous son souffle. Rien de cette nuit n'avait de sens. Elle jeta un regard autour d'elle. La route vide s'étirait devant elle, et les criquets étaient les seuls témoins de sa détresse. Plus loin, un petit kiosque en bois semblait abandonné au bord de la route. Ada s'y dirigea et s'assit sur le banc placé devant, tentant de reprendre son souffle. « Je dois rentrer à Lagos », dit-elle, les mains plaquées contre sa tête douloureuse. La douleur lancinante dans son crâne brouillait ses pensées. Elle se remit en route, seule dans l'obscurité. Après des heures de marche, elle croisa un camion se dirigeant vers Lagos. Elle implora le vieux conducteur, qui accepta de la laisser monter. À 8 heures du matin, Ada était enfin de retour à Lagos. Elle se dirigea vers l'appartement qu'elle partageait avec Tola et Kémy, s'attendant à les trouver profondément endormis. « Tola, Kémy » appela-t-elle en ouvrant la porte. Mais l'appartement était aussi silencieux qu'un cimetière. Un frisson parcourut Ada. Elle parcourut les pièces à leur recherche. Leur lit était intact. Où peuvent-elles bien être? Ada s'écroula sur le canapé, les fragments de la nuit précédente défilant dans sa tête. Parmi toutes ses pensées, une question restait. Comment avait-elle fini seule, dans ce cimetière? À midi, incapable d'attendre plus longtemps, Ada décida d'agir. Elle décida d'aller chez Amaka. Amaka, la fille riche qui avait organisé la fête la veille, vivait dans un immense manoir à Lekki. Ada n'y était allée que quelques fois. Lorsqu'Amaka ouvrit la porte, elle sembla surprise de voir Ada. « Que fais-tu ici » demanda Amaka en croisant les bras. « Je dois retrouver Tola et Kémy » répondit Ada. « Nous étions à ta fête hier soir. Tu sais où elles sont » Amaka fronça les sourcils. « Une fête? Je n'ai pas organisé de fête hier soir. » Ada la regarda, incrédule. « Qu'est-ce que tu racontes? Nous étions ici. Il y avait de la musique forte, tellement de monde, on buvait et dansait. » Amaka la coupa. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne t'ai pas vu, toi ou tes amis, hier soir. » Un frisson glacial parcourut Ada. Amaka mentait-elle? « Tu en es sûr ?» insista Ada. Amaka leva les yeux au ciel. « Écoute, je n'ai pas le temps pour ça. Si tu cherches tes amis, essaie de les appeler. » Avant qu'Ada ne puisse dire autre chose, Amaka claqua la porte au nez. 2 jours passèrent, et Ada n'avait toujours aucune nouvelle de Tola ou Kémy. Elle mangeait à peine, dormait à peine, son esprit rongé par l'inquiétude. Le 3e jour, elle alluma la télévision pour tenter de se distraire, mais le titre à l'écran la glaça. 2 femmes retrouvées mortes dans un cimetière de l'état d'Auguin, annonça le présentateur. Le souffle d'Ada se bloqua dans sa gorge. L'écran montrait une image du cimetière où elle s'était réveillée. Le présentateur continua. Les corps ont été identifiés comme étant ceux de Tola Adebanjo et Kémy Ogunleye. L'estomac d'Ada se retourna. Ses amies étaient mortes. Non, 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 murmura-t-elle en se tenant la poitrine. Des larmes coulèrent sur son visage. Le présentateur poursuivit. La police enquête sur les causes du décès. Les premiers rapports suggèrent un acte criminel. Les autorités demandent à toute personne ayant des informations de se manifester. Ada éteignit la télévision et s'effondra au sol. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Plus tard dans la soirée, alors qu'Ada était assise dans l'obscurité,
Un coup fort retentit à la porte. Son cœur s'emballa, montant jusqu'à sa gorge. Ada hésita avant de se lever pour jeter un œil par le judas. 2 hommes en uniforme de police se tenaient à l'extérieur. Elle ouvrit la porte lentement, les fixant. « Êtes-vous Ada Okonkwo » demanda l'un d'eux. « Oui » répondit-elle, sa voix à peine audible. « Vous êtes en état d'arrestation » dit l'agent en s'avançant. Les yeux d'Ada s'écarquillèrent. « Arrêté ? Pourquoi » L'agent brandit un sac en plastique contenant une pièce à conviction. À l'intérieur se trouvait son sac à main. « Cela a été retrouvé sur la scène du crime, madame. Nous avons besoin de vous poser quelques questions. » Le cœur d'Ada battait la chamade, tandis qu'elle était escortée jusqu'au fourgon de police. Au poste, Ada s'assit dans une pièce froide et grise. Les officiers l'assaillirent de questions. « Que s'est-il passé cette nuit-là »« Je ne m'en souviens pas » pleura-t-elle. « Comment êtes-vous arrivé au cimetière ?»« Je ne sais pas » répondit-elle. « Pourquoi vos affaires ont-elles été retrouvées près des corps ?» Ada secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Je jure, je ne sais rien. Je ne leur ai rien fait. » Un des officiers se pencha plus près. « Vous êtes la seule survivante. Cela fait de vous notre principale suspecte. » Ada enfouit son visage dans ses mains. Elle se sentait piégée et désespérée, incapable de se rappeler comment elles avaient atterri au cimetière. Dans sa cellule, Ada essaya de reconstituer la nuit de la fête. Ses souvenirs étaient éparpillés comme du verre brisé dans son esprit. Elle se souvenait avoir ri avec Tola et Kémy. Elle se souvenait avoir bu quelque chose de sucré mais étrange. Puis tout devint noir. Ada commença à regretter sa décision d'avoir quitté la maison de ses parents. Elle aimait la belle vie et était l'unique enfant de parents riches qui ne lui avaient jamais laissé la liberté de faire ce qu'elle voulait. Son père était extrêmement strict, toujours à lui demander où elle allait et avec qui elle traînait. « Tu dois arrêter de fréquenter ces amis inutiles », disait son père, mais Ada ne l'écoutait pas. Elle aimait les boîtes de nuit, les fêtes et les vêtements coûteux. Elle voulait sa liberté. Alors, un soir, elle rentra extrêmement tard. Son père l'attendait dans le salon. « Ada, où étais-tu » demanda-t-il. Sa voix était ferme, mais Ada répondit qu'elle était sortie avec des amis. « Tu sais quelle heure il est » demanda son père. « Arrête de crier, papa » répondit Ada. « Je suis assez grande pour vivre ma vie » lança-t-elle sèchement. Le visage de son père devint rouge de colère. « Tant que tu vivras sous mon toit, tu obéiras à mes règles » répliqua-t-il fermement. Ada leva les yeux au ciel et monta dans sa chambre, ignorant les paroles de son père. Ada s'était toujours rebellée contre ses parents, exigeant plus de liberté. La tension entre eux atteignit son paroxysme lorsqu'un soir, son père tenta de lui confisquer ses clés de voiture. « Tu ne sors pas ce soir » dit-il d'un ton ferme. Ada arracha les clés de ses mains. « Tu ne peux pas me contrôler, papa. Je ne suis pas un robot. » Sa mère essaya d'apaiser la situation en lui demandant d'écouter son père, mais Ada resta obstinée. « J'en ai assez de cette maison » déclara-t-elle, déterminée à partir. Le visage de son père s'effondra à cet instant. « Ada, ne me fais pas ça » dit-il, évoquant son problème cardiaque, mais Ada n'en avait rien à faire. Elle fit ses bagages et quitta la maison, ignorant les suppliques de ses parents. Elle claqua la porte derrière elle et alla vivre avec Tola, sa meilleure amie. Tola aimait la fête tout autant qu'Ada. Chaque soir, elle s'habillait pour sortir en boîte, buvait, fumait et dansait jusqu'à l'aube. Et maintenant, Ada se retrouvait accusée du meurtre de ses amis. Incapable de dormir, elle revoyait sans cesse les derniers moments dont elle se souvenait. Il y avait de la musique. Tola lui avait tendu un verre. Il avait un goût étrange, mais sucré. Kémy riait, mais son rire semblait lointain, comme si cela se passait dans un autre monde. Puis, le noir total. Pendant ce temps, les parents d'Ada étaient dans le salon lorsqu'un appel arriva. Sa mère décrocha. « Allô, Madame Okonkwo » dit une voix masculine à l'autre bout du fil. « Ici l'inspecteur Ola du département de police de Lagos. J'appelle pour vous informer que votre fille a été arrêtée en lien avec une affaire d'homicide. Elle est le principal suspect dans la mort de 2 femmes retrouvées dans un cimetière. » Les mots frappèrent la mère d'Ada comme un coup de poing. « Quoi? Qu'avez-vous dit » balbutia-t-elle, s'agrippant au bord de la table pour ne pas vaciller. Le père d'Ada leva les yeux brusquement. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, la voix teintée d'inquiétude. La mère d'Ada couvrit le combiné de sa main. « Ils disent que la police, qu'ils disent qu'elle est suspecte dans une affaire de meurtre. » Le visage du père d'Ada devint livide. « Quoi? C'est impossible. Donne-moi ce téléphone, » dit le père d'Ada en arrachant l'appareil des mains de sa femme. « Inspecteur, ici son père. Que dites-vous au sujet de ma fille » L'inspecteur répéta les informations,
son ton ferme mais empreint de regret. Nous avons retrouvé ses affaires sur les lieux, et elle est la seule survivante. Nous devons approfondir l'enquête. Les mains du père d'Ada commencèrent à trembler. Il serra sa poitrine, murmurant. « Non, non, ce n'est pas possible. Ada ne ferait jamais ça. Elle est ma petite fille. Monsieur, je comprends que c'est difficile, mais nous avons besoin de sa coopération dans cette affaire, dit l'inspecteur. Mais le père d'Ada n'entendit pas la suite. Sa respiration devint laborieuse, son visage se déformant sous la douleur. « Emeka !» cria la mère d'Ada en se précipitant à ses côtés. « Ça va? Que se passe-t-il » Il s'effondra au sol, tenant toujours sa poitrine, sa respiration saccadée, son visage couvert de sueur. « À l'aide! Que quelqu'un vienne nous aider » hurla la mère d'Ada, la voix brisée, essayant de le secouer pour le réveiller. Lorsque l'ambulance arriva, il était trop tard. Le père d'Ada fut déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. Les médecins confirmèrent qu'il avait succombé à une crise cardiaque fatale. La mère d'Ada, inconsolable, s'assit dans la salle d'attente de l'hôpital, le visage enfoui dans ses mains. Si seulement elle n'était pas partie. Si seulement elle avait écouté, murmurait-elle entre ses sanglots. Pendant ce temps, Ada était assise dans sa cellule de prison quand un officier vint l'informer qu'elle avait une visite. Elle fut conduite dans la salle de visite, le cœur lourd de crainte. Sa mère se trouvait de l'autre côté de la table, le visage pâle et marqué par la fatigue. « Mama » murmura Ada en prenant place. Sa mère resta silencieuse un long moment, la regardant avec un mélange de douleur et de colère. Puis, d'une voix tremblante, elle déclara. « Ton père n'est plus là. » Le cœur d'Ada se serra. « Quoi? Parti? Que veux-tu dire ?» La voix de sa mère se brisa tandis qu'elle répondit. « Il a fait une crise cardiaque. Dès qu'il a appris que tu étais suspecte. C'était trop pour lui. » Ada resta figée, le monde autour d'elle semblait s'effondrer. Elle secoua la tête, les lèvres tremblantes. « Non, maman, ça ne peut pas être vrai. Papa ne peut pas être parti. Je n'ai rien fait. » Des larmes coulèrent sur le visage de sa mère. « Tu nous as laissés, Ada. Tu l'as laissé. Il t'a averti. Il t'a supplié, mais tu t'en fichais. Je ne savais pas que cela allait arriver, » pleura Ada en se tenant la poitrine. « Je ne voulais pas que tout ça arrive. » Sa mère frappa violemment la table. « Ta selfishness l'a tué. Tu nous as laissés pour cette vie inutile. Et maintenant, tu as détruit cette famille. » Ada s'effondra en pleurant de façon incontrôlable. « Maman, s'il te plaît, je ne voulais pas ça. J'aime papa. » Sa mère se leva brusquement, le visage dur. « Tu l'aimais? Alors pourquoi ne l'as-tu pas écouté? Pourquoi n'es-tu pas resté ?» Avant qu'Ada ne puisse répondre, sa mère tourna les talons et sortit de la pièce. Le bruit de ses pas résonna dans les oreilles d'Ada, qui se retrouva seule avec le poids insupportable de sa culpabilité. Les jours passèrent, et Ada resta la seule suspecte du dossier. Amaka nia avoir organisé une fête, et la police eut du mal à collecter plus de preuves. Ada se sentait piégée, son esprit envahi de douleur et de culpabilité. Les jours se transformèrent en semaines, et Ada resta en garde à vue. Les preuves contre elle étaient accablantes, et n'ayant aucun souvenir de l'incident, elle se sentait sans défense. Ses affaires avaient été retrouvées sur le lieu du crime, ses amies étaient mortes, et elle était la seule survivante. La police et le public croyaient tous qu'elle était coupable. Le jour du procès arriva, et sa mère refusa de la visiter à nouveau. Ada passa ses journées seule dans sa cellule, repassant les fragments de la fête dans son esprit, essayant désespérément de se rappeler ce qui s'était passé. Le jour du procès, Ada était assise dans la salle d'audience, le cœur battant, tandis que l'accusation présentait son dossier. Il la peignait comme une jeune femme imprudente qui avait entraîné ses amis dans le danger. Ils montrèrent des photos du lieu du crime, de son sac à main et des corps de ses amis. Ada se sentit malade. Elle voulait crier qu'elle ne l'avait pas fait, mais les preuves étaient accablantes. Son avocat essaya de plaider qu'Ada avait été droguée et laissée inconsciente, mais sans preuve, cela restait une bataille difficile. Alors que le juge s'apprêtait à rendre son verdict, la porte de la salle d'audience s'ouvrit soudainement. Une femme entra précipitamment, paniquée, suppliant d'être entendue. « Votre honneur, » dit-elle, sa voix stable. « J'ai des informations qui peuvent changer cette affaire. » Le juge eut l'air surpris. « Et qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Florence, » dit la femme. « Je suis vendeuse ambulante et j'ai vu ce qui s'est passé cette nuit-là. » La salle se tut alors que tout le monde se tourna pour la regarder. Florence monta à la barre et commença son témoignage. Elle expliqua qu'elle passait toujours par le cimetière en rentrant chez elle. Donc, cette nuit-là, elle rentrait chez elle après avoir vendu de la nourriture dans son restaurant, lorsqu'elle vit une voiture noire s'arrêter près du cimetière. Elle trouva cela étrange,
Alors elle se cacha près de là et observa 2 hommes sortir de la voiture et traîner 2 femmes inconscientes de la banquette arrière et les jeter au sol. Elle révéla que les hommes riaient et disaient entre eux que les filles le méritaient. Puis ils retournèrent dans la voiture et sortirent une 3e fille qui semblait encore vivante. La femme révéla qu'il voulait tuer la 3e fille quand elle commença à leur jeter des pierres et à faire des bruits étranges depuis sa cachette, les terrifiant et les faisant fuir. Elle était trop terrifiée pour s'approcher de la fille, ne sachant pas dans quoi ils étaient impliqués. Alors elle la laissa là, sachant qu'elle était encore vivante. Lorsqu'elle vit les nouvelles à la télévision, elle sut que la fille qu'ils accusaient du crime était la même que celle qu'elle avait vue, et elle ne pouvait pas rester là sans rien faire et laisser une innocente tomber pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Elle devait se manifester avec la photo qu'elle avait prise des hommes cette nuit-là. Elle remit son téléphone au juge avec une image qui montrait clairement 2 hommes debout près d'une voiture noire près du cimetière. L'un des hommes avait une cicatrice distincte sur son visage. Le juge examina la photo. « C'est une preuve cruciale », dit-il, la remettant à l'accusation. « La police a-t-elle des pistes concernant ces hommes ?» demanda le juge. Alors que la police se mettait en action pour appréhender les hommes, utilisant la photo, ils identifièrent les 2 hommes et les arrêtèrent. Sous interrogatoire, les hommes avouèrent le crime. Ils admirent avoir drogué Ada, Tola et Kemi à la fête. Après que Tola les ait rejetés en disant qu'elle n'était pas de leur classe, ils les forcèrent dans leur voiture, espérant leur donner une leçon. Lorsque Tola et Kemi firent une overdose et ne se réveillèrent pas, paniqués, ils décidèrent de les abandonner dans le cimetière. Et remarquèrent qu'Ada était encore vivante. Ils tentèrent de la tuer, mais ils furent effrayés avant de pouvoir réaliser leur plan. Les aveux des hommes blanchirent Ada. La salle d'audience fut remplie de murmures lorsque le juge la déclara innocente. Des larmes coulèrent sur le visage d'Ada lorsque le juge ordonna sa libération immédiate. Lorsqu'Ada sortit de la salle d'audience, la lumière du soleil lui parut étrangère sur sa peau. Après des semaines de détention, Florence se tenait là, attendant, son sourire chaleureux offrant du réconfort. « Merci, » dit Ada, sa voix tremblante. « Tu as sauvé ma vie. » Florence posa une main sur son épaule. « J'ai juste fait ce qui était juste. Tu as eu une 2e chance. Ne la gaspille pas. » La mère d'Ada se tenait près de la voiture, son visage un mélange de soulagement et de tristesse. Ada hésita, incertaine de savoir si elle serait accueillie, mais sa mère s'avança et la prit dans ses bras. « Je pensais t'avoir perdu, » murmura sa mère. « Je suis tellement désolée, maman, » sanglota Ada. « J'ai fait tant d'erreurs. Je n'ai jamais voulu que tout cela se passe. » Sa mère la tenait fermement pendant un long moment avant de la relâcher. « On va s'en sortir, Ada, ensemble. » De retour à la maison, l'absence de son père était insupportable. Ada visitait sa tombe tous les jours, s'agenouillant en silence et murmurant des excuses. « Papa, j'aurais dû t'écouter. J'étais tellement égoïste. Je promets que je vais changer. Je vais te rendre fière. » Sa mère la rejoignit un soir, posant une main sur son épaule. « Il t'aimait, Ada. Malgré tout, il croyait en toi. Honore sa mémoire en devenant la femme qu'il voulait que tu sois. » Ada acquiesça, les larmes coulant sur son visage, alors qu'elle promettait de devenir une meilleure femme. C'est ainsi qu'Ada a appris une leçon précieuse, ne jamais prendre la vie et ses proches pour acquis. La leçon à tirer de cette histoire est que les choix ont des conséquences et que les actions égoïstes peuvent non seulement vous nuire, mais aussi à ceux qui vous aiment. Le parcours d'Ada enseigne l'importance d'écouter les conseils, de valoriser la famille et de reconnaître l'impact de son comportement sur les autres. Cela nous rappelle que la liberté sans responsabilité mène à la destruction, et que les secondes chances doivent être accueillies avec humilité et détermination. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.